Bonjour à tous et bienvenue au Vendredi de la recherche. Donc, je m'appelle Thibaut Perrin, je suis maître de conférence en sciences du management et je vous présente aussi Guillaume Bartolotti, maître de conférence Bonjour. en histoire du droit. Donc, nous sommes les co-organisateurs du TEDx University of Nîmes qui aura lieu ce soir, le vendredi 1er décembre, de 17h à 20h, donc dans l'amphi A5. Et donc nous avons fait cette émission pour tout simplement partager auprès du grand public ce grand événement que nous organisons. Donc nous avons dans la salle déjà en arrière-plan les bénévoles de licence 3 droit qui nous ont énormément aidés dans la préparation de cet événement et j'en profite pour les remercier. Nous avons aussi devant, à côté de nous, donc les bénévoles aussi de licence 3 droit qui s'occupent principalement de la communication, donc c'est pour cela qu'ils sont au premier rang. Et nous avons Vanessa Monteillé, maître de conférence Bonjour. en droit privé, directrice du département droit, économie, gestion et qui fera une présentation ce soir. Donc, sans plus attendre, on va avoir une discussion assez ouverte pendant ce vendredi de la recherche qui va durer une petite demi-heure. L'idée étant d'avoir une discussion sur cet événement. Donc, pour commencer, je vais commencer à me tourner vers les bénévoles qui sont à ma gauche, et notamment Shaima et Brian. Alors, dites-moi un petit peu, Shaima et Brian, pourquoi finalement avez-vous accepté, si je peux me permettre, ce grand défi de faire ce TEDx? Parce que je dois l'avouer, en étant organisateur avec Guillaume, on a été assez impressionnés de votre niveau d'engagement. Et je me dis, à minima, c'est que vous y avez vu un intérêt, ou du moins sur l'équipe communication en tant que telle. Alors, si vous avez quelques mots à nous partager. Euh, Tout d'abord, ça nous a fait beaucoup plaisir de vous aider. Et aussi, en termes de communication, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser les flyers. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Les diaporamas, L'affiche les aussi. affiches aussi. Même, Participer aussi à la communication sur les ouais, réseaux sociaux, etc. c'était vraiment bien parce qu'on est en fait deux personnes qui n'ont pas. Enfin, on n'est jamais d'accord. Ouais, Voilà. on a du mal à se Du mettre coup, pour les flyers, ça a été un peu dur. Ouais, Ok. Il fallait faire des mais concessions, mais on ouais. a réussi. Enfin, on est fiers de ce qu'on a fait. Et, Ouais. On a essayé en tout cas de rendre un travail qui est correct. ouais, Même pour le flyer, on a essayé vraiment on s'est donné à fond. de faire quelque chose de beau. Et bon, en tout cas, si ça vous a Ouais, ça Et, doit- et il faut Parce que préciser ça, je si, pense. Oui. si certains professionnels en dehors de l'université ont besoin d'un service com, Nous sommes là. Voilà. Voilà, On a du niveau. On a du niveau en service com, on a été On a pris le impressionnés. projet très au sérieux Ouais, et puis ouais. on s'est dit qu'on allait se donner à. On à avait fond. peur Ouais. de vous décevoir ou pas. Oui. Ok. Alors, par contre, ce qui m'a vraiment impressionné dans les éléments de communication, c'est que vous avez tout de suite saisi la thématique. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez mis ce logo Ah, les bonhommes. Ouais, je serais un petit peu curieux d'expliquer. Quel est votre... Moi, je vais laisser expliquer Shaima, puisque c'est elle qui a Ouais, trouvé je les me suis bonhommes. battue pour qu'on ait ces petits bonhommes, ce qui ne pas du tout au départ. Mais confiance, c'est ce que ça m'a inspiré. Bon, après, je suis allée sur Google, j'essaie de trouver quelque chose de représentatif et c'est l'image qui m'a le plus parlé. Ouais, puis c'est vrai qu'au final, c'est assez discret et puis ça nous montre bien ce qu'est la confiance Ouais. de façon imagée. Alors, on en a un petit peu discuté ensemble. Moi, ce qui Ouais. m'a impressionné avec ce logo, c'est qu'en fait, il y a une représentation qui est assez similaire dans un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre d'un grand chercheur qui s'appelle Adam Grant, qui est un psychologue des organisations et qui a fait un ouvrage qui s'appelle Give and Take, donner et prendre en français. Et donc sur la couverture, je voyais ce logo et je me disais, mais c'est fou, ce logo me parle, il me plaît. Et il faut savoir que c'est vraiment mon livre, c'est ma passion, c'est un livre qui est incroyable. Je vous invite à tous le lire, d'ailleurs, si ça vous intéresse. D'ailleurs, il me semble que j'en ai parlé en cours d'insertion professionnelle. Donc, en fait, il est très intéressant ce logo parce qu'il représente justement la notion même de risque. C'est-à-dire que dans le logo, en fait, ce que l'on voit, c'est un individu qui tient par la main un autre individu vers le bas et qui le tire vers le haut. Et en fait, il y a cette notion de donner et donc de prendre un risque pour une autre personne. Et donc, la thématique de ce TEDx, justement, c'est la confiance et la définition la plus consensuelle qu'on utilise dans les travaux de recherche, c'est celle de se rendre volontairement vulnérable. Et d'ailleurs, alors je vais brièvement me tourner vers Guillaume Bartolotti parce que si cette thématique aussi, je l'ai mise en avant, c'est qu'avec Guillaume, on s'est rendu compte qu'on avait
des champs intense. communs, Ouais. communs notamment sur le don. Est-ce que tu Sur la pourrais question de la confiance. et Oui. sur la Parce qu'en confiance? fait, déjà cet exemple que tu donnes me rappelle un peu celui de la personne qui est en train de se noyer. Et en fait, est-ce qu'on va l'aider? Est-ce que la personne ne risque pas de nous entraîner vers le fond? C'est un peu le même genre de. Et sur la question de la confiance, moi j'ai travaillé sur le don, sur la question du don, effectivement. Alors, les étudiants ont vu ma thèse que j'ai menée en cours récemment, donc ils savent ce que c'est. Et donc il faut avoir confiance, hein, pour commencer la thèse, je pense qu'ils l'ont compris. Et en fait, oui, j'ai travaillé sur la question du don, des libéralités qui étaient faites par des particuliers envers la collectivité, en fait, durant l'Empire romain, donc de savoir quand est-ce que ça devenait contraignant, quand est-ce que ça ne l'était plus. Un petit peu ce que font nos étudiants, hein, finalement, parce qu'ils font don de leur personne à la collectivité qu'est l'université, finalement. Et donc, oui, effectivement, on a avec Thibaut une accointance, je dirais, au niveau de la recherche. On va, je pense, se tourner vers peut-être un papier à deux ultérieurement ou quelque chose dans ce genre-là qui va pouvoir aller dans le sens de l'aspect pluridisciplinaire de l'université, puisque l'université de Nîmes a un aspect résolument pluridisciplinaire. Et donc qui pourra intéresser le droit, les sciences de gestion et de management, et qui pourra donc transcender un petit peu les barrières qu'on a tendance à mettre de façon peut-être un peu trop importante. Parfois, surtout nous juristes, il faut quand même faire un peu le mea culpa de temps en temps. On a tendance beaucoup à séparer et à mettre des barrières entre les disciplines. Et moi, en histoire du droit, encore plus, c'est vrai que les historiens nous repoussent, les juristes nous repoussent, donc on est un peu les mal-aimés Mais on voilà. vous aime, hein, quand même. Mais voilà, on est heureux de le savoir. Donc oui, effectivement, c'est une thématique qui s'inscrit. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette organisation quand Thibaut m'en a fait la demande. Bon, je lui ai tordu le bras, mais ça, il faut pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai encore un peu de mal à le bouger. Donc oui, effectivement, c'est super aussi, même au-delà de la recherche, en fait, pour l'université, pour l'investissement. Ça nous a permis de découvrir des ressources cachées aussi parmi nos étudiants qui sont ici, qu'on remercie vraiment à nouveau parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, beaucoup secondés dans cet événement. Et ça participe en fait plus généralement de la dynamique, hein, que l'université souhaite se donner. Et donc ça, c'est vraiment super. Alors l'événement est porté par le service recherche et l'unité propre de recherche Chrome, hein. Donc justement, comme l'expliquait Guillaume, en fait, on a vraiment cette approche inter- et transdisciplinaire qui est propre à l'unité propre de recherche Chrome, qui est spécialisée sur le risque. Et ce que je voulais dire, en fait, et je me tourne vers toi, mais je me tourne aussi vers Vanessa, c'est que au final, si on regarde un petit peu cette thématique de la confiance en tant que volonté de prendre un risque, je serais curieux de voir quel est le regard finalement d'un maître de conférence en droit privé sur le sujet. C'est-à-dire, en gros, là, il va y avoir une présentation sur la confiance. Donc, la confiance des consommateurs, c'est la thématique que tu vas aborder. Euh, comment est-ce que le droit, finalement, on en avait discuté un petit peu, est-ce que le droit peut résoudre ce problème de confiance ou au contraire, on est sur une dimension plutôt intangible et sur laquelle peut-être, j'imagine, dans les travaux de recherche en droit, on écarte ce sujet-là. Donc je serais curieux d'avoir un petit peu ton regard là-dessus. Oui, effectivement, la thématique de la confiance, elle est ambivalente d'un point de vue juridique. Le droit appréhende la confiance comme un objet de recherche. Et donc, on retrouve cette notion de confiance dans les règles de droit, la protection de la confiance légitime du consommateur, du co-contractant, en matière de responsabilité également. Donc, on a toute une déclinaison de l'aspect de confiance intégré dans les règles de droit. Mais la confiance est aussi potentiellement la conséquence, c'est-à-dire que le droit peut être à la fois source de confiance pour la société, voire une source de défiance plutôt à l'heure actuelle. Et donc tout le débat que l'on peut avoir à l'heure actuelle sur le manque de confiance dans l'institution judiciaire, le fait que de plus en plus de lois qui intègrent finalement l'objet de confiance, la confiance dans l'économie numérique, la confiance dans l'institution judiciaire, etc., montrent en définitive que la confiance est un peu le sel de la société et que le droit en a besoin et bien pour faire sa vocation qui est de réguler les rapports sociaux.
Oui, effectivement, quand on regarde, alors moi je suis pas un spécialiste du droit, mais c'est vrai que pour avoir eu des lectures dans le cadre de mes propres travaux de recherche, c'est assez intéressant. Les anglo-saxons abordent cette notion de confiance à travers le prisme du droit, donc les anglo-saxons spécialistes du droit, ils citent assez fréquemment des propos du livre Candide, donc de Voltaire, en citant le capitaine Byng, parce que en fait, en gros, la citation, c'est il est bon de temps en temps de tuer un amiral. En fait, dans la bataille de Majorque, les Anglais ont perdu face aux Français, et en fait, dans Candide, ils disent il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Et souvent, en anglais d'ailleurs, ils disent finalement, est-ce que la confiance, il faut mettre en place des peines pour encourager les autres à aller dans le sens de la confiance. Je vois que tu acquiesces. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, Ça alors peut être je ne intéressant. suis pas pénaliste, mais effectivement, le sens de la sanction, c'est le caractère dissuasif de la sanction. C'est l'exemple pour les autres, hein, finalement. Et donc, tout le débat sur le degré des sanctions et l'échelle des peines est vraiment marqué, en définitive, aussi par l'idée de confiance. Et la confiance ici liée au regard que la société porte sur la face par rapport aux réponses pénales qui sont données face à des actes qui touchent l'intérêt général. Oui, tout à fait. Quand on parle aussi de confiance, il y a aussi cette notion de prendre, finalement, avoir un engagement. C'est le fait qu'il n'y ait pas de décalage entre le discours et les actions. Ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à ce sujet, c'est vos deux regards, parce que, et je me tourne aussi vers Guillaume à ce sujet, parce que dans ses propres travaux de recherche, on en a discuté. En fait, bon, tu peux peut-être expliquer, mais en gros, tu travailles sur les engagements des notables romains vis-à-vis de la cité. Et donc, ça serait intéressant que tu nous dises un petit peu quel est le risque principal pour Ouais. le coup de ne pas respecter ces Alors, engagements. effectivement, du point de vue, en tout cas, de la société du droit romain, je dirais que la confiance, elle se gagne et elle se célèbre. Elle se célèbre parce qu'il y a la Fides qui préside aux rapports sociaux, mais aussi aux rapports contractuels depuis l'époque romaine. Et elle se célèbre parce qu'effectivement, en fait, moi, l'objet précis sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle, alors peut-être que les étudiants se souviennent de ce mot, c'est un mot un peu savant. Je ne sais pas si Vanessa l'emploie souvent en droit privé, c'est le mot pollicitation qui est le synonyme un peu pompeux pour le mot offre, en fait, offre contractuelle. Et les pollicitations, en fait, c'était effectivement c'était des promesses, en fait, des engagements qui étaient passés par des notables, généralement des notables. Parfois, ça pouvait être des personnes un peu moins aisées, mais généralement, c'était des personnes très riches, hein, puisque, par exemple, pour donner un exemple, on a des gens qui promettaient, c'était assez rare, mais qui promettaient l'équivalent de 100 000, 200 000 sesterces. Pour vous donner une idée du coût de la vie, on estimait que sous l'Empire romain, une personne vivait pendant une année complète avec 500 sesterces, à peu près, d'après ce que disent les historiens, sans compter toutes les dépenses, mais en tout cas un certain nombre de dépenses annuelles. Donc là, on est plutôt en Donc, on termes est de sur- niveau d'ordre, on offre un stade de France. Donc on est sur Bill Gates là. Voilà, sur du Bill Gates. Voilà. Et donc effectivement on le célèbre. Pourquoi? Parce que et c'est ce que j'ai beaucoup utilisé comme matériau de source dans ma thèse. On le célèbre dans l'épigraphie, dans les inscriptions en fait sur pierre qu'on retrouve au musée de la Romanité. D'ailleurs, il y en a une que j'ai utilisée pour ma thèse, dans laquelle on retrouve en fait, et c'est ça qui est assez émouvant parfois, sur la source elle-même, le nom véritablement de la personne. À 2000 ans d'écart, on a encore les tria nomina, en fait, les trois noms de la personne. On a la somme, en fait, qu'elle a pu promettre. On a l'objet de la promesse. Et en fait, tout ça va traverser les âges. C'est comme si demain, bien tous les deux, on avait une plaque qui était mise à l'université pour avoir organisé le TEDx et que dans 2000 ans, eh bien, en creusant, en fouillant l'université, on retrouvait la plaque avec marqué Thibaut Perrin et Guillaume Bartolotti. J'ai hâte qu'on le fasse. Voilà, moi aussi, j'ai hâte. Donc voilà, il y avait une histoire de célébration et puis il y avait un autre élément, il y avait une espèce de droit éminent en fait, puisque on protégeait en fait ce droit éminent, c'est-à-dire que quand on célébrait la personne en écrivant, donc un peu comme les plaques aujourd'hui, le nom de la personne qui avait fait cette libéralité, et bien dans le même temps, il était interdit après de la casser, de repasser derrière, etc. C'est pour ça qu'on a retrouvé d'ailleurs
tant de ces inscriptions-là publiques, parce que ce sont des inscriptions publiques. J'imagine que c'est un petit peu comme un monument aux morts aujourd'hui. On aurait du mal à imaginer que quelqu'un aille le casser au milieu de Voilà. la voie publique avec un marteau. Ça serait pas forcément bien vu. Il y a cette notion aussi Alors, de réputation. Ou est-ce qu'il y a derrière une peine en tant que telle qui est fixée chez les Romains alors, il faut savoir que à certains moments, on a fait ce qu'on appelait la damnatio memoriae pour certains empereurs. Les mauvais empereurs, notamment, en fait, ont cassé les lettres, on effacé en fait de certains empereurs comme Néron, par exemple, on les a effacés des sources, tout simplement. Donc, de temps en temps, on pouvait revenir sur la question. Donc, après, est-ce que juridiquement, est-ce que si par exemple quelqu'un qui avait commis un crime ultérieurement, est-ce qu'on allait effacer son nom? Ça, je ne saurais pas le dire parce qu'on n'a pas les sources vraiment. Mais par contre, voilà, moi j'avais un cas dans mes sources de quelqu'un qui avait promis et qui avait été frappé par une relégation. La relégation, c'est quand on est plus ou moins exilé, en fait, avant d'avoir pu accomplir sa promesse. Et donc là, on se demandait qu'est-ce qu'on doit faire. Et comme la promesse avait déjà commencé à être exécutée, on a dit, mais c'est pas grave, ils peuvent utiliser un ami pour exécuter sa promesse à sa place. Je peux appeler un ami. Voilà, c'est le Joker, en fait. C'est le Joker. Voilà. Et donc, il y a cet exemple-là qui se pose dans les sources juridiques romaines, par exemple. Alors justement, pour parler, alors on va faire du ping-pong avec quelques milliers d'années de différence. Non pas que je dise qu'il y a une question d'âge, mais plus une question de temps, de durabilité, D'héritage. D'héritage, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de promesse. Et bon, Vanessa, tu vas présenter cet après-midi la promesse faite par toute cette multitude de labels qui ont commencé à émerger en ce qui a trait à l'environnement. Qu'est-ce que l'on pourrait dire par rapport à cela au niveau du droit, c'est-à-dire quels sont les risques pour une entreprise qui potentiellement utiliserait un label et derrière, finalement, ça ne correspond pas à ce qu'on offre. Je donne un exemple. Je dis que je suis haute qualité environnementale, un bâtiment en haute... Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, les bâtiments HQE, haute qualité environnementale, on en parle beaucoup. Mais pour avoir, alors pour sans raconter ma vie personnelle, une conjointe qui est en architecture et qui fabrique des bâtiments, parfois ils sont face à tout simplement une aberration en se disant mais il n'y a rien d'environnemental là-dedans, quoi, quelque part. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc ça serait intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Quels sont les risques C'est le fameux greenwashing. Effectivement, alors sans spoiler tout ce que je dirais tout à l'heure, en 18 minutes, pour cet exemple en particulier, label haute qualité environnement, il y a plusieurs angles, on va dire juridiques, pour contester si on constatait que les promesses ne sont pas tenues. Le premier élément, ce serait vraiment sur le contrat de construction. C'est-à-dire, dans le contrat, c'est un engagement en tant que tel, hein, c'est le principe de force obligatoire du contrat, pacta sunt servanda, pour un petit clin d'œil au latiniste Guillaume. Donc, on serait véritablement sur une approche contractuelle. On constate que ce qui a été promis n'a pas été exécuté et donc on peut déployer des sanctions contractuelles à l'encontre notamment du constructeur. Pour un autre exemple, en sachant que ce label-là, haute qualité environnement, a fait l'objet il y a quelques mois d'une plainte contre l'État directement. Donc, des associations de protection des consommateurs ont assigné l'État en considérant, donc devant le Conseil d'État, en considérant que ce label-là ne garantissait pas une performance environnementale suffisante et donc ont assigné l'État pour tromperie. Parce que de façon générale, pour ces labels ou pour toutes les allégations environnementales, notamment publicitaires, on a une infraction dans le Code de la consommation qui est l'infraction de pratique commerciale trompeuse qui permet finalement de sanctionner la pratique. On peut aussi, en tant que consommateur, agir sur le terrain contractuel directement puisque l'on conclut le contrat en achetant. Et le remettre potentiellement en question remettre en question, mettre en jeu la responsabilité contractuelle, obtenir l'exécution forcée, la substitution du bien. Il y a une panoplie de sanctions possibles. Alors je vais me tourner vers les étudiants parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit la presse,
on dit, alors je peux dire que je suis plus trop jeune, mais que les jeunes sont en recherche d'authenticité, beaucoup plus que alors, quand on lit la presse aujourd'hui, il y a de nombreux articles sur le sujet, et là c'est un petit peu un avis personnel, hein, c'est pas forcément besoin, mais je serais curieux d'avoir votre regard par rapport à ça. De manière générale, si je vois qu'Alicia elle est en train de dire oui, Alicia, peut-être tu veux dire un mot là-dessus sur l'authenticité de manière générale, juste prendre le micro. Oui, de manière générale, je pense qu'on recherche tous plus de vérité, plus de confiance, d'avoir vraiment une garantie sur ce qu'on apprend, etc. Enfin, par exemple, dans les labels, de vraiment savoir si derrière c'est respecté, etc. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ces titres et pas seulement donner des noms comme ça. Alors peut-être que le format que l'on a aujourd'hui, Twitch, qui est un rapport très particulier, hein, qui est un format direct, est-ce que c'est un format qui, d'après toi, plairait davantage aux jeunes, plus que, disons, un format bien préparé, chaîne YouTube, où on peut se dire, même si c'est un influenceur, on peut peut-être se poser des questions, j'imagine? Je pense que les deux formats se jouent parce que le direct, c'est un exercice plus difficile. Mais je pense quand même que le direct, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus et c'est quelque chose qu'on voit, nous les jeunes, on voit de plus en plus de personnes se lancer sur Twitch. Ça arrive dans nos universités aussi. Et je pense que c'est un bon moyen. On voit vraiment les personnes, on voit aussi, il y a vraiment un côté plus authentique et je pense que c'est un meilleur moyen. Plus que des vidéos qui sont montées, coupées, etc. Ok, merci. Alors, il nous reste plus que 5 minutes. Il me semble, Tom, qu'il y avait... merci pour ta participation. Il nous restait une petite question, je crois, qui avait été posée sur le live Twitch, ou du moins la semaine dernière, si je ne m'abuse. Alors, Thibaut, tu vas adorer cette question, je pense. On en a beaucoup parlé et on n'est pas toujours d'accord, mais je sais que toi, tu vas pouvoir le faire découvrir et très probablement très très bien justifier ta réponse. Mais est-ce qu'on apprend mieux en Alors, je vois s'amusant? qu'il rit parce qu'il me Voilà. connaît très bien. Alors, Alors, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai un parcours... Alors, je vais parler de mon parcours personnel pour étayer mes propos. J'ai commencé mes études universitaires en classe préparatoire, donc, qui est finalement un mode d'éducation très scolaire, où l'on apprend les choses par cœur pour préparer des concours, dans le but d'avoir une bonne note au concours. On ne se pose pas de questions sur quel est l'intérêt du savoir en tant que tel. On doit l'apprendre pour atteindre une note au concours, pour intégrer des écoles. Ça, c'est ce que la plupart des étudiants en prépa pourraient avoir comme approche. Mais moi, c'est vrai que déjà en prépa, je me disais, mais tiens, pourquoi ils nous enseignent ça? Moi, je vais en école de management, j'ai des cours de philosophie, des cours de culture générale. On parle jamais Très important la d'entreprise. culture générale. On n'a pas d'entreprise. Je me disais, mais pourquoi ils nous ont mis ça au concours? Ils devraient nous mettre, je sais pas moi, davantage de mathématiques, des cours de sociologie des organisations. Bon voilà, quand on a 18 ans, on est un petit peu rebelle. et donc, on a plutôt tendance à remettre en question. Et je me disais, mais pourquoi? Par la suite, j'ai intégré une école en management au Québec, à Montréal. Et en fait, c'était complètement hallucinant parce que les enseignants avaient un mode d'éducation qui était plus du tout descendant, mais complètement ascendant. Et c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle la pédagogie active, donc dans une grande école qui s'appelle HEC Montréal, hein, et où on pourrait se dire, tiens, finalement, on va intégrer cette école, ça va être très descendant. Et en fait, là, j'étais vraiment impressionné par des enseignants qui avaient vraiment cette démarche de pédagogie active et qui enseignaient en s'amusant. C'est-à-dire que j'ai eu un cours d'un professeur qui s'appelle Luc Bélanger. C'était en première année, premier cours de management, je m'en souviens très très bien. Et en fait, j'hallucinais. J'allais en cours, on apprenait, enfin, on avait l'impression de ne pas apprendre. On avait l'impression que c'était une espèce de talk show où on rigolait. On se disait, on est à HEC Montréal, on paye. Alors, vous avez des frais de scolarité. On se dit, mais c'est quoi, pourquoi? Et en fait, quand on est arrivé à l'examen, tout le monde a travaillé vraiment très très fort parce qu'on se régalait en fait, on avait du plaisir à venir dans cette matière et parce qu'en fait le prof avait réussi à diffuser le savoir de manière pédagogique
et de manière active en rendant les choses, faut le dire, entre parenthèses, fun, mais qui parlent aux étudiants, en s'appuyant sur l'expérience des étudiants. Par exemple, il disait « Ah ben tiens, toi qui as travaillé chez McDonald's, peux-tu m'expliquer quel est le style de management ?» Et puis derrière, de dire bah, « La semaine prochaine, tu m'expliqueras sur quel modèle théorique tu t'es appuyé pour donner tes propos. » Et donc l'étudiant, il disait oh, « La semaine prochaine, il va falloir que j'explique à tout le monde, sinon c'est la honte. » J'ai levé la main en disant que... Et en fait, c'était cette démarche-là qui m'intéressait. Et en fait, en effectuant des travaux de recherche en psychologie des organisations, puisque j'ai un doctorat qui s'appuie sur la psychologie sociale, j'ai découvert les travaux de Deci et Ryan, qui sont des Montréalais et qui sont des spécialistes de la psychologie positive. Et en fait, j'ai compris pourquoi au Québec, ils avaient autant de cette approche-là, quelque part, de pédagogie active, où ils essayent ils sont très sérieux dans leur approche, c'est-à-dire qu'il y a un niveau à atteindre, mais ils vont rendre les choses amusantes pour les étudiants. Et ça, c'est vrai que j'avoue, c'est un énorme challenge. Moi, je reste quand même, même si j'aime bien m'amuser, il y a quand même, j'ai toujours en tête mes objectifs pédagogiques. D'ailleurs, mes étudiants, ils sont juste ici, je les ai en insertion professionnelle. Je pense que vous pouvez témoigner, hein, à chaque fois, je vous rappelle les objectifs pédagogiques. Et j'essaie toujours de le rendre, mais pas forcément... tout le temps amusant, puisque ça demande toujours un effort. Il faut quand même garder l'idée qu'il y a quand même un effort. Mais quand l'effort est fait avec du plaisir, je pense qu'on peut aller... Enfin, c'est pas je pense, c'est étayé par des travaux de recherche. Deci et Ryan, la théorie de la motivation intrinsèque. Deci et Ryan, ils sont cités quasiment 10 000 fois, tellement on l'utilise en pédagogie, en sciences du management, enfin dans plein de disciplines, même en économie comportementale. Donc voilà, en gros, c'est... ma vision, j'ai bien étayé, je pense. Donc merci à tous, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon TEDx. Merci Vanessa, merci Guillaume de m'accompagner. Merci Véronique Merci. Qui est là, par là, on la voit pas à la caméra. Et puis merci à Tom de l'organisation de ce Twitch qui nous permet de mettre en avant l'événement que nous portons au sein de l'université. Quelques mots sur le TEDx avant de finir. Le but du TEDx, il est très très simple, c'est de partager auprès du grand public les savoirs et les connaissances, c'est-à-dire de faire sortir le savoir en dehors des murs de l'université. Et je pense que cet après-midi, on va réussir ce challenge-là, vraiment. Donc voilà, je vous remercie. Et s'amuser. Et s'amuser. Ouais. Merci à tous. Merci à tous et bon Merci. après-midi. Merci.